C'était un de ces couchers de soleil qui semblaient inoffensifs. Le barbecue fumait, la carafe de citronnade suait sur la table et le lac scintillait comme un miroir sous le soleil de juillet. J'étais sur le ponton, une serviette sur l'épaule, une assiette de pastèque à la main, observant Camille et ses cousins s'ébattre au bord de l'eau. « Allez, mamie, » dit Camille en s'approchant par derrière, la voix mielleuse mais teintée d'une étrange nuance. « Voyons si tu nages encore comme avant. » Avant que je puisse me retourner, ses mains froides et déterminées étaient sur mon dos. Et puis je tombais. L'air me frôla, puis l'eau. Le froid me coupa le souffle. Je voulus crier, mais seule une eau trouble et étouffante envahit ma bouche. Mes bras s'agitèrent, mais je n'avais pas nagé depuis des années. Pas depuis l'opération. Mon épaule brûlait de douleur. Je remontai à la surface, toussant, suffocant, clignant des yeux contre le soleil, et je les vis. Camille, les bras croisés, souriait. Ses amis riaient, comme si c'était une blague. Marc, près du barbecue, arborait une expression indéchiffrable. Sophie, un verre de vin à la main, semblait dans une galerie d'art, pas à 5 mètres de sa belle-mère, en train d'avaler le lot du lac. « Quel dramatique !» murmura-t-elle sans même se retourner. Je ne sais pas comment j'atteignis le ponton. Peut-être l'instinct, peut-être la honte. Mes genoux raclèrent les planches tandis que je me hissais, toussant si fort que mes côtes semblaient sur le point de se briser. Camille me regarda d'en haut et laissa échapper un petit rire. « Je suppose que tu peux encore nager, hein, vieille dure ?» Des rires, encore. Plus fort. J'essuyais l'eau de mes yeux et scrutais leur visage, cherchant quelque chose. De l'inquiétude, du remords, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Personne n'aida. Ni Marc, ni Sophie. La salle de bain du bas sentait légèrement l'humidité et le savon à la lavande que je gardais pour les invités imprévus. Je me séchais avec la serviette rêche et fine réservée aux visiteurs, celle que personne ne touche, sauf en dernier recours. Mon pull trempé collait à ma peau comme un regret. Je l'enlevai avec des mains tremblantes et restai un moment face au miroir. Le visage qui me regardait était le mien, mais plus vieux, plus doux, plus silencieux. Il n'affichait pas de surprise, mais de la résignation. Cette fatigue profonde qui ne vient que lorsqu'on a tout suspecté depuis longtemps. En revenant dans le couloir, la maison était pleine de voix et de rires. Camille était affalée sur le canapé, scrollant sur son téléphone comme si rien ne s'était passé. Julien faisait griller des saucisses et buvait une bière. Claire était à la table, son ordinateur ouvert, comparant des photos de maisons en bord de mer comme si elle choisissait des sandales. « Tu vas adorer celle-là », disait-elle à Camille en tournant l'écran. « Orwell a une piscine chauffée et on peut nager à l'aise. » Personne ne se tourna vers moi. Personne ne s'arrêta. Pas un regard d'inquiétude. Je restais là, invisible, dans la maison que j'avais aussi contribué à payer, celle où je dansais pieds nus avec Camille dans la cuisine, où je décorais des petits gâteaux à minuit et racontais des histoires jusqu'à perdre la voix. Je m'assis au bord du plan de travail, mon pull encore humide collé dans le dos. Le coussin soupira sous mon poids. Personne d'autre ne le fit. Camille ouvrit une canette de soda et rit fort en montrant un mème à sa mère. Je les observais, les mains posées sur la table, la peau ridée par l'eau du lac et les années, et quelque chose en moi se stabilisa. Pas en paix, mais en certitude. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une exclusion délibérée. Autrefois, aimer signifiait servir. J'avais tout donné sans mesure. Mais maintenant, je comprenais que mon amour était devenu une habitude qui n'avait plus de valeur, je n'interrompis pas. Je ne réclamais pas d'attention. Je restais assise là, comme un vieux manteau que personne ne cherche plus. Et au milieu de leurs rires, je sentis quelque chose en moi se briser sans saigner. L'amour s'était transformé en un travail pour lequel je n'étais plus payée. Cette nuit-là, quand les rires s'éteignirent et que les verres de vin jonchèrent l'évier comme s'ils n'avaient jamais existé, je regagnai ma chambre et fermai la porte avec précaution. Le silence m'enveloppa comme un manteau lourd, dense, immobile, absolu. Je m'assis au bord du lit un long moment avant de me pencher pour sortir le coffre en cèdre. Il grinça avec ce gémissement familier,
et l'odeur de vieux papier et de sachets et de lavande m'enlaça comme un souvenir. Là-dedans se trouvait mon archive personnelle, ma preuve silencieuse de combien je les avais tous aimés, de Camille. À ma façon. Beaucoup avec des annotations de réduction pour paiement anticipé, des notes d'enseignants décolorées, des dessins d'anniversaire, avec des cœurs maladroits et « mamie » mal écrits, des enveloppes à mon écriture adressées à des dentistes, des psychologues, des écoles et des activités parascolaires à travers tout Lyon. Je sortis un dossier marqué « Éducation Camille ». À l'intérieur, la lettre originale de la banque confirmant le virement pour le fonds universitaire. 35 000 € économisés sur des années, des primes que je n'avais pas touchées, des remboursements que je n'avais pas dépensés, des vacances que je n'avais jamais prises. Je pensais construire son avenir, mais les futurs bâtis en silence, sans gratitude ni reconnaissance, se fissurent comme de vieux murs. Je posai le dossier sur le bureau et m'assis sous la lampe. La lumière bourdonnait, éclairant à peine un carnet neuf que je n'avais pas touché depuis des années. Je l'ouvris, regardai la première page blanche et écrivis d'une main ferme « Voyons qui m'aime sans mon argent ». Dessous, je traçai 2 colonnes. Qui remarque et qui évite. Au début, cela me sembla cruel, comme si je faisais quelque chose de mesquin, transformant l'amour en comptabilité. Mais plus j'y pensais, plus je comprenais que ce n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. J'avais donné sans compter, aimé sans limite, et ils avaient confondu cela avec une obligation. L'horloge égrenait les minutes sur la table de chevet. La maison restait silencieuse, enveloppée dans son illusion de famille parfaite. Je regardais la première ligne vide, puis, lentement, avec détermination, j'écrivis le premier nom. Camille, et vite. Je refermai le carnet doucement et le rangeai dans le tiroir de ma table de nuit. Ma main alla directement à l'enveloppe que Louise m'avait donnée au printemps, celle qui contenait encore la carte de Paul, aux bords nets comme neuves. J'entendis le grincement de la porte moustiquaire avant que le soleil ne soit complètement levé. Une seule personne utilisait l'entrée latérale sans hésiter. Louise ne croyait pas aux coupes à la porte. « Ouvre, ma petite !» cria-t-elle. J'ai apporté des croissants et une dose de réalité. Quand j'arrivai à la cuisine, elle fouillait déjà dans mes placards, sortant 2 tasses et secouant la tête comme si elle entrait dans un désastre qu'elle m'avait prédit depuis des années. Sa veste turquoise crissait à chacun de ses mouvements, la même qu'elle portait le jour où nous avions enterré André. « Tu as l'air de quelqu'un qu'on a essayé de noyer l'âme, » dit-elle. « Assieds-toi, je sers. » Je m'assis, parce qu'avec Louise, on n'argumente pas, on reçoit. Elle sortit un dossier de son grand sac et le posa sur la table d'un geste léger. Dessus, elle plaça une carte. Paul Dupont, avocate spécialisée en succession. « Tiens, je pensais qu'on n'en parlerait pas encore, » murmurai-je. « Quand on a fait tes impôts et au printemps, tu m'as parlé de tes comptes, » dit-elle en déballant un croissant, comme si c'était une tâche de plus. J'ai gardé les notes, chaque numéro, chaque détail. « Tu as tout gardé ? » ?»« Je garde tout, » répondit-elle. « Surtout quand les gens que tu nourris ne se donnent pas la peine de demander comment tu vas. » Je regardais le dossier, me souvenant des chèques écrits dans cette cuisine, des voyages annulés pour faire grossir le fonds, de toujours mettre Camille en premier. « Je ne veux pas me venger, » dis-je doucement. « C'est pour ça que tu vas survivre, » répondit Louise. « Tu ne veux pas brûler le pont, juste arrêter de le réparer. » Dehors, les hortensias qu'André avait plantées fleurissaient lentement, têtues, magnifiques. Je les vis onduler dans la brise et quelque chose s'ouvrit doucement en moi. Louise posa sa main sur la mienne. « Ils t'ont poussé dans le lac, Marianne, » dit-elle, mais ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que tu l'as remarqué. Je regardais la carte de Paul. Toujours entre nous, et pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas brisée. Je me sentis prête. Tout commença avec les clés. Je les plaçai soigneusement dans le congélateur à côté d'un sac de petits pois et refermai la porte. C'était un test, un appât. Julien les trouva le lendemain matin. « Maman,
dit-il en les brandissant comme s'il avait découvert un vase cassé. « Ça va ?»« Oh !» répondis-je, clignant lentement des yeux, laissant la confusion m'envelopper. Je me suis sûrement distraite. Ensuite, je laissai la liste de courses inachevée près de la salière, avec seulement 2 articles notés, le stylo sans capuchon. Au dîner, je laissai le rôti trop cuire, pas 1, mais 2 fois. Je remuai mon thé avec une cuillère vide. Je m'arrêtai au milieu des phrases, laissai ma bouche entr'ouverte comme si j'avais oublié ce que j'allais dire. Je ne m'effondrai pas. Ils avaient tiré leur conclusion. « Elle décline », murmura Julien près de la buanderie. « Et je crois qu'elle ne prend plus ses médicaments. »« Elle a laissé la porte du frigo ouverte, encore, » ajouta Claire. « Ce n'est pas sûr, pas avec Camille à la maison. » Ils le disaient sur un ton préoccupé, mais leurs mots semblaient être répétés, comme s'ils préparaient le terrain pour un dépliant de maison de retraite et une réévaluation de mes biens. Je les laissais faire. Je fis trembler ma tasse de thé contre la soucoupe chaque matin. Je marchais plus lentement, inclinais la tête quand on me parlait, comme si je mettais du temps à comprendre. Camille ne me regardait même plus, passant à côté de moi comme si j'étais un porte-manteau de plus, soupirant quand je lui demandais de m'aider avec les sacs de course. Une nuit, en passant près de la salle de bain des invités, j'entendis la voix de Claire, tranchante, à travers la porte. « Ah, elle a encore laissé la cuisinière allumée, » dit-elle entre ses dents. C'était faux. J'avais vérifié les boutons 3 fois, et encore une fois avant de me coucher, mais je ne discutais pas. Qu'ils pensent ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils ignoraient, c'était que chaque soupir, chaque regard, chaque phrase chuchotée, je les notais, un carnet silencieux, un registre complet. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une stratégie, parce que quand les gens pensent que vous vous éteignez, ils cessent de jouer la comédie. Et quand ils cessent de jouer, la vérité finit par apparaître. La maison était pleine de voix que je ne reconnaissais pas, des voisins avec qui je n'avais jamais échangé un mot, des collègues que Claire mentionnait à peine, des femmes de son cours de yoga avec des sourires crispés et des rires plus bruyants que sincères. C'était le genre de réunion qui semblait jolie en surface et vide à l'intérieur. Je restais dans la cuisine. Le bruit des couverts, le bourdonnement du réfrigérateur, le raclement constant de ma spatule étaient plus supportables que les conversations creuses venues du jardin. Je n'avais pas prévu de cuisiner, mais Claire me l'avait demandé avec cette voix douce, presque feinte. « Tu sais qu'ils adorent ton gâteau au citron. » Ça ne sonnait pas comme de l'affection, mais comme une dette. Alors je l'ai fait, par habitude, par ces vieux réflexes qui n'avaient pas encore compris combien les choses avaient changé. Je rinçai le saladier quand je l'entendis. La voix de Camille, forte, acérée. « Écoutez ça, » dit-elle, déjà en train de rire. Ma grand-mère est tombée dans le lac à la grillade. Des rires, d'abord doux, puis plus forts. On aurait dit d'une torture renversée. « Aidez-moi, aidez-moi » Des éclats de rire, quelqu'un commenta. « Ça devient un peu cruel. » Camille rit de plus belle. « Elle va bien, c'est une dure, la vieille. » Mes mains s'arrêtèrent. L'eau savonneuse s'accrochait à mes poignets comme une seconde peau. Depuis le jardin, la voix de Claire, basse mais nette, me parvint clairement. « C'est un fardeau, » dit-elle à Julien. « Je l'ai dit à Marc, ce n'est pas viable. Il faut se réfléchir logiquement. » Un fardeau. Je m'essuyais les mains, lentement, marchais jusqu'au bord du comptoir, coupais une part parfaite du gâteau et m'assis dans un coin du coin repas, là où personne ne me verrait. Je mangeais par petites bouchées, non pour le goût, mais pour me rappeler que je ressentais encore quelque chose. Ils avaient transformé ma peur en blague, ma douleur en anecdote de table. Quand j'eus fini, je me levai, regagnai ma chambre calmement et ouvris le tiroir. La carte de Paul était là, exactement où je l'avais laissée, les bords légèrement cornés, mais le texte toujours clair. Je la pris, passai mon pouce sur son nom en relief. Je ne tremblais plus. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une décision. Ils avaient ri, m'avaient diminué, étiqueté.
mais il m'avait aussi sous-estimé. Je ne pleurais pas. Je composais le numéro. La page était déjà dans mes favoris, trouvée des mois plus tôt après une conversation nocturne avec Louise, quand elle avait dit « Tu n'as pas à brûler l'avenir, assure-toi juste de ne plus financer leur passé. » C'était une fondation de bourse pour les jeunes filles de première génération en sciences. Leur slogan, en petites lettres, était « Gagner, pas hériter ». Je transférais tout le fonds, 85 000 €, les primes d'anniversaire, les heures supplémentaires, les voyages jamais faits, chaque sacrifice qui avait valu la peine. L'email de confirmation arriva instantanément, sans doute, sans regret. Cette nuit-là, je fis une valise. L'essentiel, une chemise d'André, 3 pulls, mes gants de jardinage et une photo de Camille, petite, endormie sur ma poitrine. Je laissai le reste. La vaisselle qu'il n'avait jamais remerciée. Les serviettes pliées en 3. Le garde-manger rempli avec mes chèques de retraite. Qu'il garde tout, je ne prenais que ce qui était aller simple, départ matinal, destination, les Sables d'Olonne. Louise connaissait quelqu'un là-bas, disait que le jardin était beau et que personne ne trichait aux échecs. Au petit déjeuner, je leur dis que je partais pour le week-end avec Louise. « Cool !» dit Marc sans lever les yeux. Camille passa à côté de moi avec ses écouteurs, marmonnant « Bon voyage !» Sophie ne demanda même pas où. Elle plia une serviette comme si je parlais de la météo. Aucun n'offrit de m'aider avec ma valise. Cette nuit-là, je dormis profondément pour la première fois depuis des années, sans réveil, sans planifier, sans l'angoisse d'attendre la prochaine demande qui me volerait un morceau. À 5h30 du matin, je préparais du thé, pliai la couverture au pied de mon lit et me tins à la porte. La maison était immobile, pas même le bourdonnement d'un chargeur. Je ne laissais ni note ni trace. Je fermai la porte doucement, valise à la main. Une sortie propre. Paul appela cela de la courtoisie, mais je savais que ce n'était pas ça. Il les réunit, Marc, Sophie et Camille, dans son bureau, parce qu'ils ne croyaient pas que je l'avais fait. Pas avant de l'entendre de vive voix. Pas avant que ce soit irréversible. Ils étaient assis face à lui, confus, raides, les mains croisées comme pour une réunion banale. Camille se mordait la lèvre. Sophie semblait ennuyée. Marc n'arrêtait pas de regarder la porte. Paul ne perdit pas de temps. Il ouvrit le dossier lentement, sortit une lettre et lut. À ceux qui ont pris mon silence pour un consentement, qui se sont moqués pendant que je me noyais, qui ont construit leur vie sur mon dos, qui ont ignoré ma présence et utilisé mon amour comme une arme, qui ont transformé ma peur en divertissement, ma loyauté en avantage, mon âge en insignifiance. Soyons clairs, le fonds pour l'université n'existe plus. Il a été redirigé vers un lieu qui valorise la curiosité plutôt que la cruauté. La maison ne sera pas héritée, elle sera donnée. Mon testament a été modifié. Vous n'y figurez pas. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une révélation. Vous m'avez appris que l'amour sans limite devient servitude. Et j'ai assez servi. Paul marqua une pause. Personne ne parla. Il poursuivit. J'ai observé, j'ai attendu mieux, et puis j'ai arrêté. Vous ne saurez plus rien de moi. Vous ne me trouverez pas. Mais vous me sentirez dans le silence que je laisse derrière. Ce silence n'est pas vide. Il est ici, gagné. Il plia la lettre soigneusement, la rangea dans le dossier et les regarda. La bouche de Camille s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les yeux de Marc étaient vitreux, sa mâchoire relâchée. Sophie sembla sur le point de parler, mais ne le fit pas. Paul se leva, calme comme toujours, et rangea le dossier dans sa mallette. Elle n'a rien laissé à expliquer, seulement tout à comprendre. Louise me raconta que tout commença par le silence. Une porte claquée et un calme derrière. Camille revint du bureau des bourses, le regard vide, une enveloppe scellée à la main. À l'intérieur, la confirmation que le fonds n'existait plus. Ses frais de scolarité n'étaient pas couverts. Ses rêves de transfert s'évanouirent avant même de quitter le papier. « Elle l'a pris !» cracha Camille, faisant les 100 pas dans le couloir. Elle l'a donné à des inconnus. Marc ne répondit pas.
Il s'assit sur le canapé, fixant la télévision sans son, un verre de cognac à moitié vide sur le genou. La bouteille était pleine ce matin-là. Sophie allait de pièce en pièce, cherchant quelqu'un à blâmer hormis elle-même. Elle l'a planifié pendant des années, siffla-t-elle. Elle nous a manipulés. Mais sa voix tremblait, incapable de masquer la vérité. La maison commença à se vider. Personne ne le dit à voix haute, mais chacun passait dans les pièces comme si elles étaient hantées par moi, ou par ce que j'avais été pour eux. Les voisins cessèrent de saluer, les amis de l'église cessèrent d'appeler. Une femme qui saluait Sophie au marché détourna désormais le regard. Louise dit que quelqu'un demanda au supermarché. Ce n'est pas elle qui a élevé Camille quand Marc n'avait pas de travail. Une autre répondit. Ce n'est pas elle qui a payé pour toute la famille pour vivre dans cette maison 2 étés? L'histoire se répandait, mais cette fois, ce n'était pas moi qui la racontais. Camille arrêta d'aller en cours. Marc cessa de prétendre qu'il ne buvait pas. Sophie brisa un vase dans la cuisine une nuit et cria. Elle a tout ruiné. Mais je n'avais rien ruiné. Je m'étais retirée. J'avais retiré mon nom de leur plan de secours, mon silence de leur confort, mon soin de leur convenance. Paul leur dit que le patrimoine était clos, que la maison serait donnée, que l'argent était parti, et moi aussi. Ils essayèrent d'appeler, d'envoyer des emails, me signalèrent comme disparu. Mais on ne peut pas perdre quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment vu. Ils pensaient